Bonjour à tous, je suis Valentina Candeloro, directrice marketing internationale de Mood Media. Bienvenue dans notre premier webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comme on le sait tous, nous vivons cette année une situation jamais vue. Et comme toute crise, elle comporte des risques, mais aussi des opportunités, surtout pour les marques qui acceptent de se remettre en question. Ce webinaire revient sur les évolutions et les nouveaux fondamentaux de l'expérience client, avec des interventions courtes d'experts et d'enseignes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont accepté d'y participer. Le chemin qu'on va faire ensemble dans la prochaine heure part du client pour aller vers les marques, en réinterrogeant les piliers de l'expérience client. Je vais d'ailleurs commencer par examiner les consommateurs. Qu'est-ce qui devient essentiel dans l'expérience client d'aujourd'hui? Nous avons voulu comprendre comment les comportements des consommateurs avaient évolué suite au confinement et quelles étaient leurs attentes en termes d'expérience client quand ils revenaient dans les commerces physiques. Nous avons donc réalisé une étude sur le comportement d'achat des consommateurs depuis le début de la pandémie. Et on l'a fait sur 4 grands marchés, les États-Unis, Royaume-Uni, Chine, France, auprès de 8000 consommateurs, étude que vous pouvez retrouver sur notre web moodmedia.fr. Grâce à cette étude, on a pu identifier 4 points clés. Le premier, c'est la confiance des consommateurs. C'est plus que jamais un élément essentiel. La bonne nouvelle est que 80% des consommateurs interrogés globalement sont rassurés par les mesures mises en place en magasin. Moins bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi appris que la moitié des consommateurs globalement pensent qu'ils pourraient être contaminés par la COVID dans un magasin. Et parmi les pays étudiés, les États-Unis étaient les plus inquiets, alors que le français semblait être le moins préoccupé. Si les consommateurs sont rassurés malgré tout, c'est surtout grâce au port du masque par les consommateurs et par les vendeurs, mesure qui a été citée globalement comme la plus importante pour eux. Le deuxième point clé qu'on a découvert, c'est que les habitudes d'achat ont changé. C'est une évidence, on est tous des consommateurs. De nombreux consommateurs passent moins de temps dans les magasins et dépensent moins à chaque visite. Ils ne se détendent plus en faisant du shopping, ça a changé. Ils sont dans une espèce de mission. Ils essayent d'entrer et sortir le plus rapidement possible. Leurs habitudes d'achat ont également évolué. Les consommateurs français dépensent moins après le confinement et dans une proportion plus importante que dans les autres pays. Pour 20% des consommateurs, ce sont des raisons économiques résultant de la pandémie qui expliquent le fait qu'ils ne reviennent pas autant dans les magasins physiques. Les troisième plan clé qu'on a identifié, c'est que les motifs du retour ou pas dans les magasins sont très différents en fonction des pays. Il ressort clairement que les pays dans lesquels le déconfinement avait assoupli plus tôt enregistraient des taux de retour dans les commerces non essentiels plus élevés. Ils se sentaient plus à l'aise. Certains types de magasins aussi inspirent plus de confiance. 45% font davantage confiance aux supermarchés et épiceries. C'est normal, on a été habitué à y aller aussi pendant la pandémie et pendant le lockdown. Vient ensuite les magasins de proximité, qui d'ailleurs ont fait de nombreux efforts, on le verra plus tard avec Valentin tout à l'heure, et les grands magasins, suivis par les magasins consacrés à la technologie et à l'électronique. Et enfin, le dernier point, l'expérience sensorielle en magasin joue toujours un rôle aussi crucial. La capacité de toucher, de sentir, d'essayer les produits, ça a été cité toujours comme la principale raison dans laquelle les consommateurs du monde entier choisissent d'aller acheter dans des magasins physiques plutôt qu'en ligne, suivi de la facilité de rapporter instantanément l'achat et la possibilité de découvrir des nouveaux produits. Ça n'a pas changé. Seulement 8% des consommateurs dans le monde ont déclaré que les mesures sanitaires mises en place dans les magasins nuisaient à leur expérience d'achat. Ça, c'est très intéressant et très important. Pour conclure sur notre étude, nous vivons une crise sans précédent. C'est évident. Les consommateurs ont changé, les pratiques en magasin aussi. Mais l'expérience client doit toujours rester au premier plan. On doit continuer à réfléchir à chaque aspect, à chaque étape du parcours de l'expérience client, en trouvant des moyens d'atténuer la peur et rassurer la sécurité. Les entreprises qui se mobilisent pour rassurer l'expérience client et aider leurs clients à rationaliser leur parcours d'achat du début à la fin ont la possibilité de fidéliser leurs clients à vie, bien au-delà de la portée de la pandémie.
Des initiatives telles que la diffusion des messages sonores, l'affichage numérique, tout ce qui informe les acheteurs des mesures prises pour garantir un environnement sain sont d'une importance capitale pour augmenter les niveaux de confort en magasin. Il faut aussi aider les consommateurs à trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin et les accompagner plus facilement dans un processus de paiement. Après ce tour d'horizon de l'évolution des consommateurs, il me semble important de nous attarder sur l'expérience client en tant que telle dans le retail. Je laisse donc la parole à la spécialiste en matière, Laurence Baudy, qui va nous faire un état des lieux et nous expliquer en quoi il faut remettre l'expérience du client au centre du magasin. À toi, Laurence. Bonjour Valentina, merci de m'accueillir, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce webinaire consacré à l'expérience client post-Covid. Alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que 6 mois après le début de la pandémie, ce que l'on constate, c'est que l'expérience client ne va pas bien, qu'elle est à la peine et qu'elle n'oriente plus les stratégies autant qu'avant. En fait, ce qu'on observe, c'est essentiellement 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui des entreprises qui ont accéléré leur programme de digitalisation pour s'adapter à la demande à la fois de distanciation et à la demande d'une partie des consommateurs pour des achats en ligne. Le deuxième cas de figure qu'on observe, c'est celui des entreprises qui n'ont pas su s'adapter et qui doivent lutter au quotidien pour continuer à juste livrer le service. Et par conséquent, à ouvrir à l'heure, à ouvrir tous les jours, à approvisionner correctement, parce qu'on constate encore des problèmes de supply chain, et à livrer le client sans attente, à répondre à ses réclamations, etc., etc. On observe énormément de disparités suivant les types d'enseignes dans le secteur du retail ou suivant les types de services, qu'il s'agisse du secteur de la banque, du secteur des transports. La Poste également subit de nombreuses conséquences liées au Covid et à la désorganisation de ces organisations. Alors, cela dit, pour parler plus particulièrement du retail, l'explosion de la demande sur le canal digital n'a pas été sans conséquence sur la qualité des services. Même les retailers qui étaient très performants avant la crise subissent ces conséquences. En fait, la plupart des dispositifs qui sont liés au respect des règles sanitaires et leur mise en œuvre ont eu pour effet de favoriser un recentrage, on peut dire, quasi général sur l'interne, un focus sur les outils et sur les processus, donc en lien avec le respect de ces règles, et tout cela au détriment du client. En ce moment encore, ce que l'on continue de voir, c'est que l'urgence est à la sécurité des personnes et des collaborateurs et des personnels en contact, et aussi à la maîtrise des coûts, et pas vraiment à la satisfaction des clients. En fait, ce qu'on a connu pendant le confinement et qui était perçu comme nécessaire, en lien avec la protection des personnes, est de plus en plus vécu aujourd'hui comme une source d'irritation qui génère un nombre croissant, surtout dans les conséquences, qui génère un nombre croissant de réclamations, de demandes de remboursement, de report, d'annulation, et toutes ces réclamations donc explosent littéralement. On constate une explosion de fait du nombre de tickets dans les centres d'appel notamment. Alors c'est aussi le grand retour de l'attente. Grand retour de l'attente en magasin, au téléphone. On observe également un allongement des délais de livraison, des délais de service après-vente. On observe aussi la suppression de certains services. Par exemple, dans le retail, on a supprimé l'essayage en cabine. Et on constate également une interprétation et une application très hétérogène, suivant les magasins, suivant les enseignes, suivant les régions, des consignes sanitaires. Cela a un effet important sur l'engagement et la motivation des collaborateurs qui sont très souvent épuisés par les réajustements permanents de leurs missions, de leurs horaires, de leurs emplois du temps, des consignes qu'ils doivent appliquer auprès des clients dans leur quotidien. Et on observe en fait que la qualité qu'on a attendue n'est toujours pas de retour. De nombreux services sont aujourd'hui livrés, sont encore livrés
depuis le déconfinement, donc depuis 6 mois, hein, en mode dégradé. Alors, on se souvient des NPS élevés pendant le confinement, en lien avec les efforts que faisaient les entreprises pour préserver la relation et continuer à fournir des services. On a vécu le cas d'entreprises qui alignaient leurs valeurs sur leurs actions et on a applaudi. Alors, on parle des soignants, mais on en a applaudi aussi d'autres quand les caissières, hein, quand elles livraient l'expérience aux clients. Or, depuis le déconfinement, les clients attendent toujours un retour à la normale. Et ce qu'on constate, c'est que les NPS sont vraiment en chute libre. Alors, il n'y a pas que les NPS qui sont en chute libre, les notes de SAT également décrochent. Bref, aujourd'hui, 6 mois après, l'écart se creuse et la déception s'installe. Cette déception est le terreau idéal pour la comparaison par le prix, donc l'expérience client recule et le churn augmente radicalement. Pour ce qui me concerne et ce que j'ai commencé à faire, au cours des 3 derniers mois, j'ai changé de banque, j'ai changé de fournisseur d'énergie, j'ai changé d'assureur professionnel, d'enseigne de supermarché, de club de sport. Bref, tant qu'à vivre des expériences qui sont moins bonnes en termes d'expérience client, autant qu'elles soient moins chères. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment peut-on remettre l'expérience client sur les rails? Comment faire pour qu'elle redevienne prioritaire dans les stratégies d'entreprise? La première des choses à faire, c'est de faire un point complet sur ce que les clients veulent, sur ce qui les irrite et c'est sur ce qui leur plaît, pardon. Et la première chose à mettre en place, la première action à engager, c'est de cartographier les parcours tels qu'ils sont là en ce moment, de manière à visualiser ce qui ne va pas et ce qui est source de frustration et d'insatisfaction pour les clients. Il faut représenter de manière précise le nouveau visage qu'ont les expériences post-Covid suite aux modifications récentes, aux adaptations qu'on a mises en place et à la digitalisation de certains points de contact. Par exemple, comment vos clients perçoivent-ils la suppression du buffet si vous êtes un hôtel? Comment perçoivent-ils la mise en place d'un QR code pour lire la carte si vous êtes un restaurant, ou la limitation des heures d'ouverture si vous êtes un magasin, ou l'obligation de prendre un rendez-vous pour être pris en charge pour découvrir la nouvelle collection, encore une fois, si vous êtes un magasin. L'attente à l'extérieur, si vous êtes une enseigne de téléphonie. Récemment, j'ai dû attendre 1 heure à l'extérieur dans le froid, juste pour avoir une réponse concrète sur un changement d'abonnement. Ou de suivre l'évolution d'un dossier dans l'espace client, si vous êtes un assureur. Bref, de nombreux processus nés de cette digitalisation à marche forcée et de l'adaptation aux nouvelles contraintes n'ont pas pris en compte le client et ses attentes. Il est grand temps de mettre tout ça au clair et de sauver l'expérience client. Voilà mon message à tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent aujourd'hui et qui ont envie d'avancer sur ce sujet. Merci à tous. Merci Laurence. C'est essentiel de reparler de l'expérience client. D'ailleurs, qu'en est-il dans le luxe? Un secteur qui a été doublement impacté par la fermeture des boutiques, mais aussi par l'effondrement du tourisme. On fait le point avec Jérôme Moninche. Jérôme, à toi. Merci Valentina. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire un petit point sur la situation sectorielle du luxe à l'heure de la Covid-19. Comme vous le savez, c'est une année horribilus pour le luxe, puisqu'on va avoir une tendance qui va être à moins 20% de chiffre d'affaires global mondial. Et un retour au niveau de 2019 n'est pas attendu avant 2022. Donc, les effets du confinement ont logiquement fait en sorte que tout ce qui était canaux physiques du retail du luxe ont été impactés, travel retail, boutique, grands magasins. Les signaux positifs, parce qu'il y en a quand même eu, ont été effectivement que les canaux, par contre, online du luxe ont connu une hausse de 16% et aussi chez les distributeurs de luxe, une hausse de plus 12%. Alors en fait, cette crise du Covid-19 va révéler une vraie géographie, une nouvelle géographie du luxury retail,
puisque en fait les consommateurs de luxe aujourd'hui attendent finalement ont des attentes de dépenses en moins, et donc on va avoir des secteurs comme l'Europe où on est à moins 25% attendu de dépenses, alors qu'en Chine on ne sera qu'à moins 9%. Donc on voit tout de suite que là, il va y avoir un paysage du luxe complètement différent, hein, qui va se dessiner entre l'Occident fait des États-Unis, du continent américain donc, et de l'Europe, avec le continent asiatique, sachant aussi que 35% des achats du luxe sont faits en règle générale par ces consommateurs chinois lorsqu'ils se déplacent en Europe. Donc, par conséquent, il va y avoir aussi un redéploiement d'ouverture sûrement en Chine en conséquence, puisque aussi on sait qu'on a des niveaux de vie qui augmentent, et à contrario, en Europe et sur le continent américain, on va avoir une rationalisation du parc de boutiques pour se concentrer sur des magasins de pure destination, générateurs d'expériences, et puis bien sûr qui vont devoir répondre aux nouvelles attentes du comportement consommateur connecté. Donc, quels sont-ils justement ces nouveaux comportements consommateurs? Alors, on sait que bien évidemment, le consommateur du luxe, comme tout autre consommateur, a une certaine peur de perte de revenus, donc va pouvoir avoir des reports d'achat ou peut-être aussi des baisses d'achat discrétionnaires. Mais on sait que finalement, dans ces périodes de crise, on retourne à l'essentiel et un besoin de sens se dessine. Finalement, c'était un signal faible qui existait, ça faisait partie des signaux faibles qui préexistaient. Et donc, le luxe va retrouver ses valeurs avec un double sens, la valeur du produit par rapport à sa confection, par rapport à sa qualité, par rapport à l'artisanat qui est fait derrière pour le confectionner, et puis valeur par rapport au sens d'engagement de la marque. Qu'est-ce qu'a fait la marque, notamment pendant cette période de crise sanitaire? J'avais d'ailleurs écrit un article en début d'été qui s'intitulait 4 commandements post-Covid-19, confiance, résilience, figital et engagement, qui reste bien sûr complètement d'actualité et en lien avec notre échange. Donc, le luxe va devoir se concentrer sur deux catégories de consommateurs principaux, qui sont bien évidemment les consommateurs habituels du luxe, mais aussi et surtout les millennials, qui sont attendus comme 50% d'achats du luxe d'ici 2025. Et on imagine aussi que ces deux catégories ont des comportements d'achat complètement différents. Donc, dans les nouveaux parcours et les nouvelles expériences qui sont à créer en lien avec le magasin, je dirais qu'il y a un point principal qui est celui de la restauration de la confiance. Et on ne peut pas donner confiance aux clients si on ne donne pas, bien évidemment, confiance aux équipes de vente. Donc, il y a tout un protocole sanitaire et des conditions sanitaires à mettre en place pour les équipes, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une symétrie des attentions à partir du moment où les équipes se sentent en confiance. Elles vont avoir assez de sérénité et de confiance à donner à leurs propres clients. Et ça, je pense que c'est un point d'importance. Le second point, il est bien évidemment lié à l'omnicanal, qui devient le new normal. Et on a vu donc l'importance des parcours digitaux, renforcés avec cette crise sanitaire, avec la nécessité pour le luxe d'un déploiement d'une réelle politique omnicanale, avec un service d'expérience client et puis bien sûr en lien aussi avec l'expérience client au service des boutiques. Donc concrètement, comment ça va se passer? Ça veut dire que pour les boutiques et pour le luxe, il va falloir faire vivre et offrir un service en continuité avec l'achat en ligne. C'est-à-dire, on parle ici bien évidemment de choses que le retail connaît déjà bien, à savoir le retrait en magasin, livraison, achat en ligne, etc. Et avec, bien sûr, revêtu des codes du luxe, ça semble carrément évident, tout ceci pour renforcer la relation avec le client. On peut aussi s'attendre dans l'optique de parcours d'usage omnicanaux à des rendez-vous personnalisés depuis le digital. Parce que c'est vrai que nos clients, les clients du luxe, veulent trouver le conseil aussi via le digital et cette qualité de conseil d'une boutique aussi via le digital. Donc l'omnicanal dans le luxe, il va permettre bien sûr dans ces nouvelles approches d'interagir en différé ou en direct avec
pendant et après l'achat avec ses clients, soit pour faire découvrir un produit, soit pour réaliser un achat à distance. D'ailleurs, certains distributeurs de luxe ont déjà pris cette tendance, hein, c'est une tendance qui nous vient une fois de plus de l'Asie, avec le live streaming, où vous avez un distributeur de luxe comme les Galeries Lafayette qui permet à ses clients de prendre des rendez-vous personnalisés avec un personal shopper via la vidéo pour pouvoir être conseillé ou faire ses achats. Et puis, bien évidemment, aussi la mise en place de l'omnicanal va avoir cet extrême avantage de pouvoir, en point de vente, donner aux vendeurs l'ensemble des datas online et offline sur des tablettes connectées qui vont pouvoir permettre de personnaliser cette relation qui est tant attendue. Il y a aussi un renforcement de l'effet phygital, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'avant la crise, préalablement, eh bien, il y a eu des prises en compte du besoin de phygital. On prend l'exemple de Chanel qui a pris une part minoritaire dans Farfetch, qui est un pure player de luxe. Tout ceci pour renforcer une fois de plus l'expérience client en lien grâce au digital en magasin. Et on sait que la maison mère rue Cambon de Chanel a mis en place des cabines connectées, même si la maison est très discrète sur ce déploiement. Et puis, une autre priorisation et un autre axe, et bien évidemment, est celui de l'évolution du métier de sales assistante et des équipes de vente. On sait par exemple aussi aux États-Unis que Macy's a transformé une partie de ses vendeurs en influenceurs. Donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir accompagner les équipes, les former aux nouveaux outils, aux nouvelles attentes du consommateur de luxe. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients du luxe, malgré le fait qu'ils engagent de plus en plus leur parcours d'achat via le digital, veulent aussi avoir la possibilité de découvrir le produit et de vivre l'expérience, bien sûr, du luxe en magasin. Et donc, plus que jamais, hein, ce magasin de luxe devient le magasin de destination qui va être un porteur d'exclusivité, d'innovation. Il va être bien évidemment porteur d'expériences d'achat augmentées grâce au phygital, mais aussi bien sûr d'émotions, hein, via l'expression du storytelling de marque, et puis bien sûr grâce à l'apport du contact de l'humain des équipes de vente. Et donc on peut dire que finalement, va ne faire que renforcer des tendances émergentes, à savoir que le consommateur de luxe veut bien évidemment le meilleur des deux mondes et au moment où il le choisit. C'est donc un nouveau défi pour les marques de luxe pour pouvoir répondre à ce nouveau paradigme. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Jérôme. Le Phygital semble bien être le remède pour reconstruire l'expérience client. Et c'est pour tout type de commerce, comme le commerce de proximité, par exemple. Valentin Blanchot va d'ailleurs nous expliquer la mutation digitale. Valentin, à toi. Merci Valentina. Alors ma partie à moi, elle vient compléter un petit peu tout ce qui a été dit et tout ce qui va être dit aujourd'hui. Et on va se concentrer plutôt sur l'évolution du commerce de proximité et normalement la manière dont il va pouvoir se tourner vers le numérique et aussi comment il s'est tourné vers le numérique pendant le confinement. Pour le confinement, les conséquences sur les ventes, elles ont été directes, notamment du fait de la fermeture de plein d'établissements. Et toutes les catégories de produits ont diminué, sauf une, qui était l'alimentaire, qui a progressé de 24%. Pour l'alimentaire, les canaux de vente, eux aussi, ils ont évolué. Et on s'est beaucoup tourné vers le numérique. Le canal de drive, il a augmenté de 150%. Et l'e-commerce alimentaire, notamment pour les producteurs locaux, pour les circuits courts, etc., il a presque doublé, puisqu'il a augmenté de 98%. Donc, pour le commerce de proximité, les choses aussi, elles ont changé. Il y a 23% des Français qui ont changé de point de vente principal, puisqu'ils ne vont plus consommer à côté de leur lieu de travail ou en rentrant du boulot, mais consomment directement à côté de leur lieu de résidence. Il y a aussi 14% des Français qui ont testé de nouveaux commerces de proximité, puisque voilà, au détour d'une rue, en faisant son circuit d'achat, puisqu'on ne pouvait pas toujours sortir, on découvre un boulanger, on découvre un pâtissier, on découvre un producteur, un caviste, et forcément, on fait de nouvelles découvertes et on teste de nouvelles choses aussi, puisque on se tourne vers ce qu'on a l'opportunité de découvrir. Et donc, on a remarqué plusieurs choses. C'est à la fois qu'il y a une volatilité dans la fidélité des lieux d'approvisionnement, puisqu'on ne suit plus du tout
le point de vente où on avait l'habitude d'aller, mais celui qui est le plus proche ou celui qu'on a peut-être apprécié le plus, et aussi une recherche de simplicité dans l'acte d'achat en passant par des canaux numériques. Je voulais faire mes courses, par exemple, pendant le confinement chez Casino. Casino ne proposait pas la livraison. Bah, j'ai dû, ou le Casino qui était à côté de moi ne le proposait pas. Donc, j'ai dû combiner avec une autre enseigne et au-delà de ça, des achats de caisses de légumes chez des producteurs locaux. Donc, le second effet aussi de la période actuelle, pour une majorité ou une grande partie des Français, c'est qu'on a le temps. Il y a beaucoup de bars qui sont fermés, il y a des restaurants dans lesquels il y a beaucoup plus de restrictions, il y a des personnes aussi qui sont en télétravail. Donc, on développe aussi du temps à consacrer à marcher un peu plus. On est moins dans un rythme un petit peu rapide. Et donc, on développe aussi une appétence pour prendre le temps, soit à cuisiner, donc consommer plus d'alimentaire et plus de produits alimentaires de qualité, ou soit découvrir un petit peu de nouveaux endroits. Donc, il doit résumer un petit peu ce qu'on a pu vivre pendant le confinement, c'est que les canaux de consommation, ils sont tournés vers la simplicité et la nouveauté. Et au-delà de ça, c'est que on a développé de nouvelles activités, notamment qui sont liées au télétravail, et surtout que beaucoup de Français veulent y rester. Donc, c'est des habitudes qui aujourd'hui persistent et qui créent de nouveaux besoins qui sont adressés par les commerces de proximité, mais aussi par les autres points de vente, des enseignes, parce qu'il y a les commerces de proximité type de boucher, et aussi des enseignes qui sont un petit peu plus réduites, mais qui font elles aussi partie de la vie de quartier. Donc elles vont devoir s'adapter, et pour s'adapter, il va falloir majoritairement se tourner vers le numérique et vers l'expérience client. Et cela, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est suffisamment ennuyé pendant le confinement et qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas tout faire. On ne peut plus aller sur des événements, on ne peut plus aller dans des concerts. Dans certaines régions de France, on ne peut plus aller dans des bars où les restaurants sont fermés relativement tôt. Donc, on a besoin de vivre d'autres moments et du coup, on devient un petit peu peut-être facilement irritable aussi, mais très exigeant sur l'expérience qu'on rencontre dans le point de vente et surtout dans ceux où on va se rendre. Même si, que ce soit des nouveaux points de vente ou des points de vente qu'on a découverts aussi pendant le confinement. Donc, la moindre friction va augmenter un sentiment de mauvaise expérience. Et pour ça, tous les commerces de quartier de proximité vont devoir aussi s'adapter, s'y ajuster, se mettre à la page, qu'on soit cordonnier, même si c'est un petit peu plus difficile, ou qu'on soit un boucher. Le deuxième effet, c'est qu'on veut aussi éviter la foule. Il y a 24% des Français qui comptent se rendre moins dans les centres commerciaux. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour les commerces de proximité, puisque ça va leur faire d'office beaucoup plus de clients. Mais ils vont devoir se mettre à la page et s'adapter un petit peu à ce qu'on peut vivre en termes d'expérience, en termes d'offres dans les centres commerciaux. Et c'est aussi notamment de la tournée vers le numérique. C'est une tendance qu'on est déjà en train de ressentir dans les pays anglo-saxons, notamment à travers une étude de la plateforme Shopify qui a dit qu'elle avait enregistré une augmentation de 49% de la création de boutiques en ligne. Donc ces 49%-là, même si c'est des pays anglo-saxons qui sont toujours assez en avance sur les expériences de consommation et les exigences aussi en termes d'expérience, et ce que les points de vente veulent aussi offrir en termes d'expérience, on risque certainement de le vivre dans une manière un petit peu plus étalée ou plus longue et peut-être plus tassée aussi en France. Et ce qu'on note aussi dans ces pays-là, c'est que d'autres éléments importants, notamment le click and collect, qui a triplé dans ces pays-là, et que la livraison locale a été multipliée par 5. Mais c'est des tendances qu'on a aussi identifiées pendant le confinement et qu'on identifie encore aujourd'hui. Moi, par exemple, le boucher chez qui je vais s'est mis à proposer du click and collect. Donc, je pouvais commander à manger ou des pièces directement depuis Facebook. Et je réglais en venant sur place et ma commande m'attendait tel jour, entre telle heure et telle heure. Donc aujourd'hui, c'est des pratiques qui restent soit pour deux choses, soit pour maintenir une distanciation sociale, soit pour une problématique de simplicité. Donc, il y a une étude de Mastercard qui va aussi dans ce sens-là, qui est sortie en octobre 2020, donc c'est tout récent. C'est 85% des Français plébiscitent les commerces locaux. Et dans ces 85%-là,
il y en a 76%, ce qui est énorme, qui déclarent avoir développé un nouvel intérêt pour les commerces de proximité du fait des conséquences du confinement, puisqu'ils ont eu le temps de découvrir, ils ont changé aussi des lieux d'approvisionnement et ça crée dans ce que je viens de dire en fait des vrais comportements aujourd'hui qui sont identifiables. Les raisons aussi pour lesquelles ils plébiscitent les commerces locaux, c'est qu'ils sont motivés pour l'aspect pratique des enseignes. Elles sont à côté et on n'a pas besoin non plus de vivre, de s'arrêter un arrêt de métro ou de s'arrêter un petit peu sur le chemin du travail, une heure de pointe, etc. Si on est en télétravail, on peut y aller entre midi et deux, on peut y aller à des moments beaucoup plus calmes puisqu'on est beaucoup plus libre aussi dans son rythme de journée pour une partie des Français. Et un autre point aussi, c'est le respect des restrictions de déplacement. Et le dernier point, c'est aussi qu'on est rebuté par les files d'attente des grands supermarchés pour un tiers d'entre eux, ce qui veut dire qu'on cherche une expérience où on ne vit pas d'attente, on ne vit pas les files d'attente. Et l'autre élément aussi de ces files d'attente-là, c'est qu'il y a un problème qui est sanitaire. Donc, ce qu'on va voir on le voit déjà actuellement, mais ce qu'on va voir aussi dans les mois ou dans les années à venir, puisqu'il va y avoir les périodes des fêtes qui vont être, je pense, assez révélatrices de tout ce qu'on peut anticiper en termes de comportement de consommation, mais aussi 2021, puisque certaines problématiques vont perdurer. Il y aura peut-être aussi d'autres problématiques qui vont être économiques. On va voir, pour moi, je pense qu'on va voir le commerce en ligne qui va muter et on va voir beaucoup de petits acteurs arriver avec des acteurs qui seront prêts à vivre peut-être une situation similaire, peut-être un reconfinement, peut-être la peur d'une nouvelle vague, puisqu'on va peut-être reconfiner dans des zones un petit peu plus par localité, ce qui est une éventualité, mais ce qui n'est pas encore acté ou avéré. Et donc, les commerces vont devoir être prêts à ces nouveaux besoins, à revivre aussi ce qui a été vécu et à adresser aussi des besoins pour des endroits où il n'y aura pas du tout de confinement, mais toujours la même appétence pour le commerce de proximité. Donc, contrairement aux pays anglo-saxons, on va peut-être pas tous les voir arriver sur Shopify avec une belle boutique pour vendre des pièces de boucher ou pour vendre des croissants. C'est pas forcément logique, mais on peut s'attendre à les voir débarquer sur des plateformes, ce qui est déjà le cas pour Casino et Carrefour qui sont arrivés l'un et l'autre sur Uber Eats et Deliveroo. Mais on va peut-être voir aussi des nouvelles pratiques, notamment avec ce qui serait pas étonnant de voir arriver, mais des plateformes et des marketplaces locales. Moi, depuis Lyon, je ne serais pas du tout étonné, puisqu'on a un gros tissu de commerce locaux, que la ville crée des marketplaces avec des points d'approvisionnement par quartier ou même par arrondissement, où on pourrait faire l'ensemble de ses courses ou de son marché directement depuis cette marketplace-là. Ça aiderait les commerces de proximité et les commerçants à ne pas avoir de problématiques qui sont directes sur la livraison, notamment. Pendant le confinement, il y en a qui sont mis à la livraison locale. Il y avait des fromagers, des cavistes qui proposaient de livrer, ce qui aidait aussi à ne pas perdre de vente, à maintenir un niveau d'activité et aussi de pouvoir être accessible et de gagner peut-être de nouveaux clients. Et du coup, ces pratiques-là, elles vont très certainement évoluer. Et il y aura aussi un besoin de maintenir un niveau d'expérience qui est celui qu'on connaît aujourd'hui quand on se tourne vers le e-commerce, mais qui va être à peu près équivalent dans une certaine mesure avec les commerces de proximité. Donc, si je dois conclure un petit peu tout ce qui vient d'être dit, c'est que le commerce en ligne du monde d'après, même si on y est déjà un petit peu, il va embarquer beaucoup de petits acteurs. C'est pas forcément Amazon qui en sortira plus fort. C'est peut-être, voilà, c'est un peu la longue traîne. C'est voilà, il y a souvent les plus gros acteurs, les plus gros contenus, et après il y a tous les petits acteurs, mais qui essayent aussi, qui font perdurer un effet de consommation et une habitude. Donc, pour moi, en sortie, il y a peut-être aussi une série de mises à niveau pour les points de vente qui n'étaient pas encore prêts. Voilà, chez mon boucher, chez qui j'ai commandé directement via Facebook, c'était un peu le système D. Voilà, on va peut-être les voir arriver avec directement leur boutique sur Facebook plutôt que de passer par la messagerie, plutôt que de créer une boutique e-commerce. Voilà, peut-être qu'ils commenceront à mettre leurs produits. On pourra vraiment acter du click and collect et on les verra peut-être arriver sur WhatsApp ou vraiment sur d'autres canaux, pas forcément en vrai système D, mais avec des vraies solutions concrètes tournées vers le numérique et l'expérience.
Donc, tout cela sera aussi là pour répondre à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la volatilité et la recherche de simplicité dans le canal d'achat. Merci Valentin. Et oui, pourquoi pas le développement des marketplaces locales dans lesquels les magasins restent un outil d'expérience client irréplaçable. Cette crise a finalement servi d'accélérateur à nombreuses tendances. Je trouve ça très intéressant. Chez Mood Media, nous avons aussi vu les demandes des marques évoluer et changer. Je vous propose donc d'écouter Pierre Vial, directeur commercial de Mood Media France, qui va nous expliquer l'évolution des attentes des marques en termes d'expérience client. Il passera aussi la parole à un de nos clients, une enseigne qui a trouvé des solutions très intéressantes pour maintenir son expérience client. À toi, Pierre. Merci Valentina. Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, les demandes de nos clients ont changé. Et plus que jamais, le marketing sensoriel est devenu un élément essentiel de la stratégie d'expérience client en point de vente. Aujourd'hui, un client qui rentre dans un magasin doit être rassuré. Alors chez Mood, nous avons l'habitude de rassurer les clients de nos clients en mettant en avant les valeurs qu'ils aiment, qu'ils attendent chez une marque, le fameux ADN. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, je parle de vraie réassurance. Le client doit avoir la certitude qu'il sera protégé de toute infection. Cette certitude, c'est le nouvel objectif vers lequel doit tendre l'expérience client en magasin. En effet, les nouvelles règles de vie en in-store ont vu le jour et se sont systématisées. Je vais vous donner quelques exemples. La mise à disposition de gel hydroalcoolique, le parcours client qui a été modifié avec des allées à sens unique, des horaires d'ouverture dédiés aux personnes fragiles, la désinfection régulière des magasins ou des cabines, la mise en place de plexiglas, mais aussi le développement de paiements sans contact. Et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait aborder. Toutes ces mesures sont importantes et il est impératif que les consommateurs, tout comme les employés, les comprennent. Dans le magasin, il est nécessaire d'adopter une posture rassurante pour les clients en leur faisant partager, via les messages audio ou les écrans vidéo, les gestes barrières, mais, et c'est le plus important peut-être, la politique de l'entreprise. Les engagements pour protéger les salariés, ce point est crucial pour les clients, mais aussi expliquer tous les engagements de la marque au sens large pendant cette période. Nous avons vu certaines enseignes valoriser par exemple les chaînes courtes, le fait français, je ne le dis pas en anglais volontairement. Le marketing sensoriel joue un rôle évidemment essentiel dans une atmosphère musicale et olfactive apaisante et rassurante. On s'appuie sur des rythmes plus lents, plus joyeux pour l'audio. Pour les odeurs, on va pouvoir évoquer une notion assez importante, la notion de propreté ou de maison. C'est aujourd'hui le lieu de confort où tous nos clients et tous les clients passent le plus de temps. Ce dispositif de communication doit être intégré à la communication digitale au sens large. Idéalement s'appuyer sur la relation de la marque entretient avec sa communauté en ligne avant et après l'achat. Si on arrive à faire ça, c'est gagné. Nous avons identifié 5 points clés qui améliorent l'expérience client. Alors j'en ai déjà parlé, mais l'importance de rassurer le client. Les rendez-vous en magasin ou avec des vendeurs. Le développement des services qui facilitent l'achat in-store. Car comme l'expliquait Valentina avant moi, on est en face à des acheteurs en mission. Eux, ils veulent trouver et repartir facilement avec leurs produits. Et puis, 2 derniers points, mais qui sont très importants, l'ambiance réconfortante et la bonne gestion de la file d'attente. Vous pourrez découvrir tous ces éléments plus en détail dans notre livre blanc, ce que je vous recommande de faire. Comme le disait Valentina, je pense que c'est important d'avoir un exemple plus concret et je vous propose de vous plonger dans la stratégie adoptée par un de nos clients. Je remercie chaleureusement d'intervenir Christophe Mariani, directeur commercial de Darjeeling. Alors bonjour Pierre, bonjour Valentina, bonjour à tous. Je suis Christophe Mariani, je suis le directeur commercial de la marque Darjeeling, une marque qui compte 170 magasins aujourd'hui et un site web et qui existe depuis 25 ans. C'est une marque de lingerie et cette marque de lingerie a toujours voulu entretenir une relation simple, authentique avec ses clientes. Donc l'idée derrière tout ça, c'est qu'elle nous fasse le plus confiance possible. Et on a vécu récemment, comme chacun le sait, une période de confinement qui nous a obligés à nous adapter.
On a fait des choix qui étaient des choix risqués puisque le produit de la lingerie est un produit très intime qui nécessite conseil et de prêt avec les clientes. Quand il s'agit de faire des fittings, on est proche d'elles dans les salons d'essayage. Au sortir du confinement, au-delà des règles sanitaires strictes et précises que nous avons mis en place dans les magasins, les équipes ont porté ces messages sanitaires en faisant en sorte de préserver à la fois la sécurité des clientes et à la fois leur propre sécurité, donc faire comprendre qu'on pouvait finalement continuer de conseiller, continuer d'avoir une relation humaine avec les clientes malgré cette période très anxiogène. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix risqué? Comme je disais tout à l'heure, c'était finalement de préserver l'essayage. Les clientes pouvaient donc entrer en magasin, au-delà du fait de porter un masque et de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique qu'on trouvait un peu partout. Ça a surtout été de leur dire, vous pouvez essayer, on va être proche de vous, mais il va falloir véritablement qu'on supporte, et vous et nous, toutes ces mesures de distanciation. Alors, je dirais que globalement, ça a été extrêmement bien accueilli, même si on a connu de façon anecdotique quelques difficultés avec des clientes qui n'avaient pas l'intention d'avoir ces gestes qu'on appellera citoyens. Au-delà de tout ça, nos clientes, quand on les a vues revenir dans nos boutiques, la réouverture de ces dernières, elles avaient envie d'essayer, elles avaient envie de se faire plaisir et elles avaient envie d'avoir les conseils qu'on leur a toujours prodigués. Au travers de ces conseils, elles ont pu être rassurées, elles ont pu être en confiance, mais elles ont été aussi en confiance, je crois, parce que nos mesures sanitaires, nos façons de gérer cette crise, on leur a montré comment on faisait. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en salon d'essayage, l'équipe de vente se nettoie les mains. Une fois que la cliente est sortie du salon d'essayage, on nettoie le salon d'essayage. Ensuite, les produits essayés ou retournés étaient passés au steamer, mis de côté. Donc, tout ce qu'on pouvait faire comme démonstration, finalement, je pense que ça a été bien apprécié. On a pu aussi le mesurer par ailleurs parce que dans nos études clients, post-achat, quand on les interroge sur leur satisfaction, nous avions complété nos questionnaires de 2 questions sur les conditions sanitaires dans lesquelles elles achetaient, les conditions d'achat également. Et elles ont été toujours satisfaites. Elles nous ont plébiscité voilà, pour continuer à faire en sorte, en tout cas, de maintenir cette qualité de relation à la fois commerciale et à la fois de sécurité. Au-delà de tout ça, elles ont aussi évolué, ces clientes, dans leur comportement, puisqu'elles ont beaucoup acheté sur le web, beaucoup plus que par le passé, évidemment. Mais ça, je pense que c'est vrai partout. Elles ont en revanche continué à se faire livrer en boutique et à venir chercher leurs produits en boutique. Bon nombre d'entre elles encore ont continué, et ça c'est bien, parce que ça préserve cette relation client aussi qui est humaine. Et à chaque fois qu'une cliente venait chercher son produit, avant, nous l'avons appelée, nous l'appelions au téléphone et nous lui demandions si elle souhaitait venir à une heure en particulier pour récupérer ses achats. Ce qui fait qu'on pouvait rapidement la servir et pour celles qui pouvaient avoir un peu d'inquiétude, ça allait vite. En tout cas, elle ne perdait pas de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cela? C'est que aujourd'hui, quand on regarde la situation et depuis, je dirais, le mois de juin, on constate une vraie activité qui s'améliore tous les jours. Nos clientes sont au rendez-vous. Je crois que cette relation de confiance, on a su la préserver. Et ça a été aussi beaucoup de travail avec les équipes parce que finalement, avant même qu'elles reprennent post-confinement, on a beaucoup partagé avec elles au travers des réunions téléphoniques, des visioconférences, pour les aider à faire face à cette période d'anxiété. Du coup, elles se sont senties plus à l'aise, on les a beaucoup accompagnées.
Et on a beaucoup aussi partagé sur les difficultés avec nos équipes, tout ce qu'elles pouvaient rencontrer pour faire en sorte de leur trouver les solutions, ou en tout cas de les aider à faire face au quotidien. On va continuer dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, nos clientes, celles qui viennent, elles reviennent, elles continuent leurs achats. Et on pense que ce qui pourra aider demain aussi, c'est de proposer de nouvelles solutions, c'est-à-dire de pouvoir être accompagné aussi par nos équipes de vente à distance. Donc on a testé en l'occurrence le chat en direct avec nos équipes de vente, c'est-à-dire que quand vous faites un achat sur le web chez Darjeeling, vous pouvez être conseillé par une collaboratrice qui est une vendeuse en direct. L'idée, c'est de rapprocher et d'humaniser aussi cette relation web, cette relation digitale. On voudrait également organiser un certain nombre de rendez-vous avec nos clientes pour celles qui le souhaiteront, et notamment des shopping parties à distance. Mais il faut aussi, et c'est un gros travail qu'on a continué de faire, c'est enrichir les formations pour nos collaboratrices. Enrichir les formations, ça veut dire comment on vend à distance, comment on parle à distance, et comment on se comporte aussi pour faire face à parfois, comme je disais tout à l'heure, des comportements peu civiques. Donc prendre de la distance aussi par rapport à toute ces évolutions. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, moi ce que je retiendrai d'un point de vue commercial et d'un point de vue entreprise, c'est qu'on a évolué avec les clientes, on va continuer d'évoluer avec les clientes au sens, on a beaucoup partagé en interne pour pouvoir passer ces difficultés. Mais c'est surtout que ça nous oblige finalement quelque part à revoir notre relation client, à l'enrichir de nouveaux services. Typiquement, on a mis en place depuis la sortie du Covid ce qu'on appelle un OMS. Un OMS, ça permet pour nous de louper moins de ventes, mais ça permet à une cliente qui achète sur le web d'avoir la meilleure offre qui existe aujourd'hui disponible sur l'ensemble du réseau. Donc, nos clientes seront encore plus satisfaites, on loupera moins de ventes et elles vont pouvoir acheter de où elles le souhaitent, puisque demain, elles pourront commander de notre magasin, se faire livrer chez elles. Il y a beaucoup de solutions, en tout cas, à venir qui devraient nous aider à, encore une fois, préserver cette relation de fidélité avec nos clientes. Ce qui est vraiment le plus important pour nous. Donc voilà ce que je dirais au final. Et moi, je crois beaucoup, à titre personnel, je crois beaucoup, même si c'est difficile, aux enseignements d'une période telle que celle qu'on a vécue, celle qu'on vit et qu'on va vivre, parce que ça nous stimule collectivement. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la marque Darjeeling. Et c'est une bonne chose pour l'avenir, parce qu'on pense que l'on va conserver nos clientes. En tout cas, on fera tout pour. Et tout pour la satisfaire. Voilà ce que je dirais, en préservant nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est une relation simple, authentique, qui soit la plus possible satisfaisante pour nos clients, donc pour la mettre en confiance. Voilà ce que je dirais sur cet épisode et ce qui en deviendra. Merci de votre attention. Merci Pierre et merci beaucoup Christophe. Ce témoignage est particulièrement intéressant. Nous avons un dernier témoignage pour conclure ce webinaire et c'est celui de l'importance du collectif pour gérer une crise. Je laisse donc la parole à Rosemarie Moins, directrice du développement de la Fédération française de la franchise. À vous Rosemarie. Merci, bonjour Valentina, bonjour à tous. Effectivement, je vais tâcher de vous expliquer en quoi la franchise a été finalement un atout majeur pour améliorer l'expérience client pendant cette crise
Et pour commencer, je voudrais simplement faire un bref rappel de la définition de la franchise pour que ce soit clair pour tout le monde. La franchise, c'est un moyen de créer son entreprise ou de la développer. Si vous êtes le créateur d'entreprise, ben, vous serez le franchisé. Et si vous avez déjà une entreprise que vous souhaitez développer, ben, vous serez le franchiseur. Le franchisé et le franchiseur sont deux entreprises qui sont indépendantes l'une de l'autre, juridiquement et financièrement. Elles sont simplement liées par un contrat commercial qu'on va appeler contrat de franchise. Alors, pourquoi contrat de franchise? Parce que le franchiseur doit mettre 3 éléments à disposition du franchisé: sa marque commerciale, son enseigne, un savoir-faire expérimenté qu'il aura testé et doit l'accompagner de manière technique et commerciale pendant toute la durée du contrat. Donc, il faut absolument qu'il y ait ces 3 éléments-là pour qu'on puisse qualifier ce réseau de franchise. Je sais que franchise est un nom finalement générique utilisé pour d'autres formes de commerce, mais s'il n'y a pas ces 3 éléments, eh ben, c'est pas de la franchise, ça peut être de la licence de marque, ça peut être de la concession, ça peut être du partenariat. Une fois qu'on a dit ça, en quoi la crise a modifié l'expérience client au sein des réseaux, de quoi a-t-elle été le révélateur, quels bénéfices finalement le consommateur en a tiré et en tire peut-être encore aujourd'hui. Alors moi, j'ai 2 points essentiels sur lesquels je voudrais m'étendre. C'est que la franchise, dans son fonctionnement de base, dans sa genèse même, est un modèle où les franchisés sont amenés à appliquer des mesures, à mettre en œuvre des processus commerciaux, respecter un cadre de fonctionnement. C'est indispensable pour la reproduction du modèle et c'est indispensable si on se place du point de vue du consommateur, puisque l'expérience client, elle doit être la même, quelle que soit la porte du magasin que l'on pousse. Il faut qu'on retrouve la même offre de service, la même offre de produits, la même expérience. Donc, la duplication et la mise en application de process est une condition sine qua non au système de la franchise. Alors, pendant le confinement et après le confinement, comment ça s'est traduit? Eh ben, le franchiseur a très rapidement et en temps réel finalement informé ses franchisés sur toutes les mesures gouvernementales d'aide aux entreprises qui étaient proposées, l'a aidé à monter des dossiers, PGE, activité partielle, etc. A même écrit des courriers de type, notamment vis-à-vis des bailleurs, qu'il a mis à disposition de ses franchisés pour que tous les franchisés de la même marque parlent d'une même voix et utilisent les mêmes arguments pour obtenir éventuellement des suppressions de loyer ou des reports de loyer. Au moment de la réouverture et en préparation de la réouverture, ce franchiseur, il a mis en place un guide de procédure des gestes barrières, par exemple, ce qui a facilité la tâche aux franchisés quand ils ont pu réouvrir. Il les a même formés, on a vu dans la coiffure, par exemple, où il y a eu des formations proposées par la marque à leurs franchisés et aux équipes des franchisés pour pouvoir être en bon état de marche et rapidement pouvoir réouvrir dans les bonnes conditions. Ils ont cherché des fournisseurs, par exemple, aussi. Ils ont référencé des fournisseurs pour qu'il y ait un kit complet de gants, de masques, de gel qui soit proposé aux franchisés, et ça très rapidement à des tarifs intéressants. Et il y a eu un ajustement de la communication pendant le Covid et au moment de la réouverture, où on a réassuré le client, on a dit on est là, on respecte les gestes barrières, venez nous voir. Il y a eu des informations régulières vis-à-vis des clients pour garder le contact et toujours garder la confiance. Voilà ce qui peut être dit au niveau de cette capacité à appliquer les mesures. Et au-delà de ça, vous le citiez en introduction, la franchise, c'est vraiment une histoire d'intelligence collective. Et ça a été d'autant plus important, d'autant plus visible pendant cette période difficile, où la qualité de la relation entre franchiseurs et franchisés, où l'équilibre entre les deux parties ont été déterminants dans la gestion de crise. Très vite, les franchiseurs se sont mobilisés, ont mis en place des cellules de crise avec leurs franchisés, des groupes de travail avec leurs franchisés. Pour quoi faire? Pour travailler ensemble, pour faire émerger, élaborer, faire évoluer des process qui existaient déjà, mais des process qu'on voulait mettre en place pour préparer la reprise, pour gérer la crise au départ et éventuellement les fermetures, mais aussi préparer la reprise une fois que celle-ci était possible. Des outils de communication digitale, j'ai déjà évoqué, l'optimisation du référencement, l'adaptation des sites internet, un travail sur les valeurs de la marque, puisque le digital était la seule solution
dans certains réseaux pour continuer à communiquer vis-à-vis du client. On a travaillé sur les valeurs de la marque, ce qui, au-delà de la réassurance au niveau du consommateur, pouvait aussi porter ses fruits pour de futurs entrepreneurs qui, voilà, pendant cette période troublée et encore maintenant, se disent, ben, le salariat, c'est peut-être bien, mais prendre mon sort en main et devenir entrepreneur et pourquoi pas en franchise, c'est encore mieux. Et travailler sur les valeurs de la marque, c'était important. Il y a même des associations de franchisés qui se sont créées à cette occasion-là pour donner un cadre plus formel au dialogue entre franchiseurs et franchisés et continuer à travailler ensemble, renforcer la solidité relationnelle et la compréhension réciproque. Donc, on voit que les réseaux ont été en marche forcée finalement pour rester proche de son consommateur parce qu'il avait besoin d'être rassuré, d'être mis en confiance, sinon il ne serait pas revenu dans les magasins. Il a aussi été proche pour identifier les nouvelles habitudes de consommation, avoir plus de proximité, plus de conseils. Nous avons au sein de la fédération des enseignes de cavistes, par exemple, qui ont vu leur chiffre d'affaires réellement boosté dès la reprise et dès la réouverture des magasins, même si eux n'étaient pas dans les activités obligatoirement fermées, mais beaucoup avaient fermé malgré tout. Et pourquoi ça a fonctionné comme ça? Parce qu'ils ont réussi à rencontrer ces critères que le consommateur recherchait, c'est-à-dire la proximité et le service, les consommateurs ayant un peu d'appréhension à retourner en grande surface, sachant pas trop bien, il y a trop de monde, de savoir si tout le monde allait respecter les gestes barrières. Ils se sont adaptés, modernisés, et même si certains, ils ont mis en place, je dirais, des outils qui sont maintenant très généralisés ou très répandus, mais le click and collect, c'était pas évident pour tout le monde. Le drive, la livraison à domicile sont toutes des choses qui ont été boostées et mises en place à ce moment-là. Et la complémentarité entre franchiseurs et franchisés dans leurs compétences, dans leurs connaissances, dans leur savoir-faire, a aussi laissé la place aux initiatives personnelles de ces franchisés. Les idées ne venaient pas toujours du franchiseur, ou elles n'ont pas toujours été, n'ont pas fait l'objet d'une émergence de travail commun. Des fois, c'est même le franchisé lui-même qui, seul, se disait « mais moi, j'ai une idée et je vais la mettre en place ». Et je vais en parler à mon franchiseur. Et si elle fonctionne, eh bien, elle pourra être dupliquée à l'ensemble du réseau et rendre la marque plus forte encore que ce qu'elle ne l'était, ou en tout cas renforcer cette image de marque. J'ai en tête un franchisé d'un réseau d'animalerie. Voilà, c'est pas non plus du retail très courant, mais ça se développe pas mal en France pour l'instant, qui met en place pour la première fois sur le territoire le drive animalier, quelque chose à nouveau qui se retrouve dans certains réseaux, mais pas dans tous les réseaux. Et là, le franchiseur a dit, bingo, si ça marche, on le propose à tout le monde et on va dupliquer ça sur l'ensemble du territoire. J'ai aussi en tête quelques franchisés d'une boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, grand public, très bien implanté, qui a presque forcé son franchiseur à mettre en place la livraison à domicile. Ce qui, là non plus, n'était pas quelque chose qui était implanté et qui fonctionnait dans ce réseau-là. C'était une idée qui était en cours, sur laquelle le franchiseur travaillait. Et là, nos franchisés nous disent, ben, en 15 jours, ce système était mis en place, alors que normalement, il aurait fallu 1 an pour qu'on y arrive, parce que le franchiseur n'y apportait pas l'importance ou les moyens, et il trouvait qu'il y avait d'autres choses à faire plus importantes à ce moment-là. Mais là, c'était une question presque de vie ou de mort. Il fallait faire quelque chose et ils ont proposé cette livraison à domicile et ça fonctionne. Donc, pour conclure, je dirais que finalement, de par son organisation même, la franchise, elle est un formidable outil au service du consommateur. La marque, elle est implantée nationalement, elle est représentée par un grand nombre de franchisés, que j'appellerais presque des vigiles, qui sont des observateurs privilégiés du comportement des clients, qui sont parfois des sonneurs d'alerte, parce qu'ils disent, hop, là, il y a quelque chose qui se passe, le client me demande ça, ou mes clients me demandent ça, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place cet outil? Ils sont très créatifs, ils peuvent être force de proposition auprès de l'enseigne. Et inversement, le franchiseur qui sait écouter ses franchisés, lui, il a la force logistique, il a la force technologique, il mutualise des moyens, qu'ils soient des moyens humains ou des moyens financiers, et il va pouvoir ainsi, avec l'aide de son franchisé, rapidement déployer ces nouveaux outils, ces nouvelles idées,
ces nouveaux process partout dans le pays grâce à ces relais locaux, comme je le disais, et au profit de tous les acteurs. Le premier des acteurs, c'est bien entendu le consommateur qui va en bénéficier. Et puis après, les entreprises qui composent le réseau, les franchisés et ses salariés. N'oublions pas que le franchisé, c'est un indépendant qui crée de l'emploi local. Et ça, c'est très important. Les fournisseurs qui sont là en amont, en aval. Et puis tout le réseau dans son ensemble. Forcément, le franchiseur qui est à la manœuvre et à la tête de ce réseau. Voilà en quoi et voilà comment les réseaux de franchise, de manière générale, se sont mobilisés pendant cette crise et encore aujourd'hui, ont adapté leur processus et leur mode de fonctionnement parfois très fortement pour répondre aux besoins du client et travailler sur cette fameuse expérience client que tout le monde recherche. Merci à vous, merci de votre attention. Merci Rosemary pour ce témoignage et merci à tous ceux qui ont participé et suivi ce webinaire. J'espère que vous a plu. L'expérience client est un tournant et de nombreuses enseignes l'ont déjà compris. On espère de vous avoir donné des éléments qui vous permettent d'avoir des clés de compréhension, mais aussi d'action. Si vous souhaitez plus d'éléments, vous pouvez télécharger le livre blanc sur moodmedia.fr. Au revoir et à bientôt.